premier numéro de l'émission Sans détour sur la plateforme Orbit News 24, consacrée aux grandes questions qui font l'actualité. Nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir une personnalité de premier plan de la scène politique nationale, M. Biramda Abeid, président de l'initiative de la résurgence abolitionniste IRA et député à l'Assemblée nationale. Avec lui, nous allons aborder les grandes questions qui font l'actualité, qui malgré son agenda très chargé, a bien voulu répondre à cette invitation et nous lui en sommes reconnaissants. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. À mes côtés, Monsieur Cheikh Haïdara du journal L'Authentique, quotidien L'Authentique, et Monsieur Amadou Seck de North Shore Time. Bonsoir, chers confrères. Bonsoir, Monsieur Dia. Avec Monsieur le Président de IRA, nous allons aborder 3 questions centrales. La première question portera sur sa convocation par les autorités sécuritaires du Sénégal, lui enjoignant de ne pas faire de la politique sur le sol sénégalais. La deuxième question portera sur un ancien esclave, jeune bachelier qui vient de décrocher avec succès son baccalauréat au Sénégal et qui a provoqué un lever de bouclier. Monsieur le Président nous en dira plus. La troisième partie sera consacrée, bien sûr, à l'actualité portant sur le dialogue national. On verra avec Monsieur le Président s'il y a eu évolution ou non. Enfin, nous allons, si le temps nous le permet, de revenir sur d'autres questions subsidiaires que mes confrères journalistes vont analyser et décrypter avec nous. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Nous vous remercions vivement de votre présence parmi nous. Alors, la première question à laquelle nous voudrions des réponses, c'est la question concernant votre convocation par les autorités sécuritaires sénégalaises. Nous n'en dirons pas plus. Nous allons vous donner la parole pour 5 minutes et mes confrères vont poser des questions pour avoir des réponses escomptées. Je vous remercie, chers amis. En effet, le 9 juillet, alors que je m'apprêtais à prendre mon vol de Dakar à Nouakchott, j'ai reçu un coup de fil qui me demande de bien vouloir répondre à l'invitation dans son bureau du ministre de l'Intérieur du Sénégal pour le vendredi 9. Bon, et à ma grande surprise, mon interlocuteur, lorsque je l'ai rencontré physiquement, quelques heures après, il m'a demandé vivement de bien vouloir convaincre le président Samba Tcham pour qu'il vienne aussi répondre à la même convocation. J'étais très étonné parce que Samba Tcham ne vient pas au Sénégal, il ne vit pas au Sénégal. Il n'a aucune activité ni présence familiale pour n'importe quel motif. Il n'a pas de présence au Sénégal. Bon, mais mon interlocuteur m'a dit que ça ne peut être que du bien, que peut-être il y a un intérêt particulier pour vous. J'ai demandé le conseil de mon avocat international, Maître Saïd Larifou, qui est basé à Paris, qui m'a dit, je ne peux voir dans ça qu'une tentative de médiation que le pouvoir sénégalais voudrait faire entre vous et le pouvoir mauritanien. Et ce sont des démarches courantes en Afrique. Bon, lorsque j'ai rencontré le ministre avec beaucoup de courtoisie, avec beaucoup d'égards, il m'a reçu en présence
directeur général de la police et de son directeur de la police des frontières. Bon, ils m'ont dit que, très courtoisement, que le gouvernement mauritanien se plaint d'une déclaration appelant à la violence armée que j'ai fait sur le territoire sénégalais contre le régime mauritanien. Et j'ai demandé au ministre, est-ce qu'il a écouté cette déclaration? Est-ce qu'il peut me la faire écouter? Bon, il a dit non, ils n'ont jamais mis la main sur cette déclaration. Ce sont des allégations du gouvernement mauritanien. Il m'a dit, les liens entre nous et le gouvernement mauritanien sont des liens aussi sensibles, comme vous le connaissez, qui nous enjoignent vraiment de répondre toujours positivement à ce qu'ils demandent. Mais on le dit de manière la plus polie possible, tout en vous respectant. Et voilà. Bon, voilà. Mais je lui ai dit, moi, le seul motif que je pourrais vraiment lire, c'est qu'ils sont très mécontents de la performance d'un jeune bachelier qui est ici des 20% d'esclaves qui vivent dans l'esclavage ancestral en Mauritanie, et par ascendance, que nous, avec beaucoup d'efforts, de difficiles efforts, on essaie de les libérer. Tant bien que mal, bien que les autorités nous mettent les bâtons dans les roues et nous combattent. Cet enfant esclave a échappé des mailles du filet. Moi, je l'ai amené au Sénégal, je l'ai scolarisé avec mes enfants. Et sa réussite au baccalauréat ces derniers jours a été l'occasion de beaucoup de prises de parole, d'articles dans le monde des droits de l'homme, sur le plan national et international. Le gouvernement en était vexé certainement parce qu'ils ont enclenché contre nous une campagne de diabolisation à travers les sbires incrustés dans le corps des institutions nationales et gouvernementales et non gouvernementales des droits de l'homme. Oui, Monsieur le Président, on va revenir voilà, plus largement. Plus largement, on reviendra sur cette question. Ah, oui. Ok. Voilà, et le ministre, bon, ne m'a pas demandé de manière très explicite de cesser, mais il m'a dit qu'il a confiance en ma responsabilité de comprendre qu'ils sont vraiment, qu'ils sont pas dans une position qui leur permet d'endosser une brouille avec le gouvernement mauritanien. Merci, Monsieur le Président. On va passer la parole à Monsieur Amadou Seck. Oui, moi j'ai une petite question justement à ce sujet. Est-ce que vous avez une idée à quel niveau, par exemple, peut remonter ce genre d'initiative de demander au gouvernement sénégalais de notifier au député Biram Daoud Bèye de cesser ses activités sur le territoire sénégalais? Est-ce que pour vous, c'est une décision qui vient de très haut dans l'écho, dans ce que vous appelez le système, ou ça peut se situer à quel niveau l'origine de la décision? En plus clair, est-ce que vous pensez que le président de la République serait, par exemple, à l'origine de ce n'est que lui qui peut prendre ce genre de décision. C'est quand même quelque chose de très sensible, c'est quelque chose qui relève de sa propre responsabilité. Parce que dire, enjoindre aux autorités sénégalaises un tel ordre très gênant, parce que le Sénégal est connu pour son caractère de pays d'hospitalité. Le Sénégal est une terre de démocratie, une terre de prédilection de beaucoup d'opposants dans le monde. Et même le régime actuel de Diomaye Faye et d'Ousmane Sonko, ils ont été persécutés, leurs militants et leurs dirigeants de base ont trouvé asile ici en Mauritanie, ils ont trouvé asile au Mali. Et ils ont trouvé asile un peu partout en Afrique. Et ils ont mené ici une campagne très forte
en faveur, leurs partisans ont mené ici, dans leur exil à Nouakchott, une campagne très forte en faveur de Diomaye et de Ousmane Sonko, de leur captivité. Et pendant aussi la campagne présidentielle qui les a portés au pouvoir. Donc, je me demande comment les autorités mauritaniennes peuvent prendre une telle décision. Donc, c'est une manière d'exporter vraiment les restrictions aux libertés publiques, d'exporter la répression contre leur opposition. Et ils ont trouvé que le Sénégal pourrait être un terrain fertile pour exporter vraiment ce genre. Cheikh Aïdara. Moi, j'ai une relance un peu plus précise. Allez-y, je sais. Compte tenu du contexte, vous ne pensez pas qu'il y ait des forces centrifuges au sein du régime? Le contexte, quand je parle du contexte, c'est la perspective du dialogue. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y ait des forces centrifuges au sein du régime qui voudraient faire davantage de sorte que Bilam s'éloigne du dialogue et... Bon, non, c'est archi faux quand les gens voudraient dire toujours qu'il y a des forces rebelles au sein du système, des agissements contre la volonté du président Ghazouani au sein du système. Non, c'est faux. C'est lui, il centralise le pouvoir. Il est absolument le maître de tout. Personne ne peut dire ce que lui ne veut pas être dit. Et je pense que c'est lui qui tire les ficelles. Et je pense que le président Ghazouani a une volonté vraiment de s'assurer l'allégeance de l'opposition, de s'assurer l'aplatissement de l'opposition et de s'assurer que cette opposition pourrait aller avec lui sans Biram, les rebelles. C'est pourquoi il va en même temps s'en prendre à Biram et en même temps faire appel à l'opposition pour voir si ça marche, que lui, il peut s'isoler avec l'opposition et isoler vraiment l'empêcher de tourner en rond qui est Biram. Et jusqu'à présent, ça lui réussit et lui, il voulait s'assurer de ça et il le fait bien. Ça lui réussit, Monsieur Cheikh. Bonsoir, Monsieur le Président. Je vous réitère donc la bienvenue à cette émission, la première du genre, donc vous êtes le premier invité. Ceci dit, je voulais juste savoir, vu par exemple l'image du Sénégal en tant que pays démocratique, un pays qui est parmi ceux qui défendent le plus l'indépendance des différentes institutions, est-ce que ça ne vous gêne pas qu'une telle décision puisse venir du Sénégal et quelles sont les répercussions sur le plan international, vu qu'il y a des conventions quand même qui défendent la liberté d'opinion et la liberté d'expression, ainsi que la liberté également des opposants de s'exprimer dans des pays tiers sans pour autant enfreindre les lois locales. Très bien. Moi, j'ai été touché, appelé et contacté par beaucoup de défenseurs de droits de l'homme par le monde, d'organisations de défense des droits de l'homme par le monde, beaucoup d'institutions internationales et parfois même par certains États pour s'enquérir de la situation et pour s'inquiéter sur la dérive possible des autorités sénégalaises sur le plan des droits de l'homme. Mais je leur ai toujours répondu que moi, je considère le Sénégal comme mon deuxième pays. Je considère qu'il est difficile de salir la démocratie au Sénégal qui est solide et ancrée. Et je pense même que certains chefs d'État sénégalais ont tenté vraiment de détourner le Sénégal de son chemin démocratique et de sa religion démocratique. Et ces chefs d'État ont échoué. Et je pense que la Mauritanie, le régime mauritanien peut tenter de salir la démocratie sénégalaise, mais étant donné que cette démocratie ne s'est pas salie avec les précédents chefs d'État sénégalais, elle ne sera jamais salie. Elle ne sera jamais salie du temps de Diomaye ou de son premier ministre Sonko.
moi, j'ai confiance. On a vu, je veux juste relancer, on a vu, j'ai vu un communiqué qui a été publié par les partis d'opposition au siège de l'IFP condamnant cette décision des autorités sénégalaises. Comment avez-vous perçu ce communiqué venant des gens qui étaient, juste il y a quelque temps, vos principaux adversaires? Bon, je pense que ce communiqué est des partis d'opposition mauritaniens il y a 24 heures de cela, au moins. C'est un communiqué opportuniste. C'est un communiqué qui n'est pas fait par solidarité avec Biram, ni par solidarité avec Sambachan. Je fais que c'est un communiqué fait pour les yeux du dialogue. Parce que ce sont des partis qui ont déjà décidé de répondre au dialogue de Ghazouani. Et il y a, depuis que l'on fait ces réponses positives au dialogue de Ghazouani, Ghazouani a toujours persécuté Biram. Il y a l'incident de l'aéroport. Il y a les emprisonnements des gens de Hira, des répressions. Ils n'ont jamais fait de communiqué de solidarité. Maintenant, ils le font parce que vraiment, le dialogue est là et il faut qu'ils fassent semblant qu'ils se soucient quand même du pestiféré que je suis. C'est bon pour l'opinion, bon pour leur image dans l'opinion publique. Mais en dehors de l'Ogourmou, qui a toujours volontiers et sur sa page, refusé toutes les persécutions qu'ils nous ont fait, les autres l'ont fait par pure opportunisme. Oui, Monsieur le Président, pour revenir un peu sur cette question de convocation, est-ce que vous avez eu une fois au Sénégal, durant vos différents séjours, parce que vous avez séjourné pendant longtemps, vous séjournez de temps en temps au Sénégal, est-ce que vous avez eu à avoir des rapports avec les gouvernants sénégalais, par exemple Diomaye ou Sonko? Est-ce que vous avez eu un jour de rencontrer avant ou pendant l'exercice de leur pouvoir? Jamais je n'ai voulu, jamais je n'ai cherché à avoir des relations avec les hommes politiques au Sénégal, qu'ils soient du pouvoir ou de l'opposition. Je suis totalement en dehors des frictions, des tensions et des dissensions politiques au Sénégal. Et par ailleurs, je n'ai jamais accepté d'interférer dans la politique étrangère du gouvernement mauritanien, du régime mauritanien, contre lequel je m'oppose farouchement. Mais jamais je l'ai attaqué dans le domaine de ses relations diplomatiques et surtout pas de ses relations avec ses voisins. Je considère que c'est un domaine sensible qui doit relever toujours du pouvoir strict du domaine du chef de l'État. D'accord. On va donc passer à la deuxième partie de cette émission sans détour pour aborder cette fois-ci la question liée aux jeunes bacheliers, donc esclaves par ascendance, que M. Biram a adopté et qu'il a scolarisé au Sénégal. Et sa réussite au bac a provoqué une levée de bouclier. Vous avez une question par rapport à... Effectivement, j'ai vu que vous aviez rencontré Maître Bouhoubeni, avec lequel vous avez eu des échanges à propos justement de Yark. Parce que lui, il avait une autre vision que celle que vous aviez, et qu'il considère que le fait de rappeler à Yark son passé est une autre forme d'oppression. Comment s'est passé cette rencontre de réconciliation avec Bouhoubeni? Bon, je considère que Bouhoubeni a tort, n'a pas raison dans sa réaction, dans la description qu'il a fait de la situation, la description qu'il a voulu donner à nos rapports avec Yark et au motif de notre joie lorsque Yark a eu son bac. Et nous nous sommes
opposé à cette tentative de corrompre notre conscience, de corrompre nos actes, de corrompre notre mission, notre esprit. Parce que vous trois, vous êtes témoins de notre parcours avec Yarg et les autres Yarg, parce que vous trois, dès le début de notre action sur IRA, avec IRA, de notre action contre l'esclavage pour les droits de l'homme, vous étiez tous présents, vous étiez tous témoins. Et on n'a jamais fait un tapage, on n'a jamais fait une tentative d'instrumentaliser les humains, les victimes. Nous considérons que ce sont les institutions de l'État, comme le gouvernement mauritanien, le commissariat aux droits de l'homme, la Commission nationale des droits de l'homme, les autres institutions, et aussi les organisations Gongo que le pouvoir a détachées de IRA par la corruption ou que le pouvoir a fabriqué de toutes pièces. Ce sont, en gros, ce monde-là qui instrumentalise la question de l'esclavage d'une manière ou d'une autre. Et nous, après la libération de Yarg, dont vous êtes témoins vous trois, en 2011, personne n'a jamais entendu parler de Yarg, nos 200 frères. Justement, Voilà. c'est là où on voudrait en venir. Pourquoi en ce moment précis? Pourquoi maintenant? Oui, pourquoi maintenant? Parce que je considère que le bac est très difficile en Mauritanie. Le bac, c'est une étape très difficile de la scolarité. Et surtout un bac ici de l'école sénégalaise, qui est parmi les meilleures écoles d'Afrique, voire du monde. Tout à fait. Et connaissant vraiment le délabrement et la décadence de l'enseignement chez nous, avoir un bac au Sénégal, un bac en lettres modernes, pour un enfant qui a vécu 7 ans de sa vie dans l'esclavage pur et dur, je pense que c'est une performance. Et lorsque j'ai appris tout de suite la réussite de mon propre fils, Ahmed Jidou, qui a l'âge de Yarg, et voilà, notre joie à nous, la famille, n'était pas une véritable joie. Lui, il faisait la série C, il n'était pas dans l'école de Yarg. Il faisait la série S, il n'était pas dans l'école de Yarg. On attendait le résultat de Yarg. Et lorsque le résultat de Yarg est tombé, nous avons explosé de joie. Nous tous. Pour les deux, mais surtout pour Yarg. Parce que Yarg revient de loin. Et c'est un modèle à montrer, à exhiber pour les enfants qui vivent encore sous le poids de l'esclavage. Pour leur dire, vous pouvez réussir. C'est une manière de les galvaniser. Et nous, on fait vivre les gens avec l'espoir, mais l'espoir noble, réalisable. On n'a pas le droit de cacher les réussites, ni les motifs de l'espoir. C'était quelque chose de spontané. Et la fabrication de la version officielle du gouvernement mauritanien, c'est que nous, on a fabriqué ça, on a organisé ça. Non. Mais c'est une information qui motive toute la communauté internationale qui lutte pour les droits de l'homme, pour les droits des enfants, pour les droits des personnes abandonnées, des personnes vulnérables. C'est une grande réussite dans le domaine des droits de l'homme. Et c'est pourquoi le monde entier l'a fête. Et l'a fêté, c'est une bonne chose. Monsieur Seck? Sur le cas de Yarg particulièrement, non, mais Oui, si vous avez quelque chose à ajouter, une question par rapport au cas de Yarg. Non, par rapport au cas de Yarg, j'ai pas de relance particulièrement parce que je crois que tout a été effectivement, le cas d'Yarg est une école. Est-ce que vous pensez que, par exemple, Yarg pourrait peut-être, bon, parce qu'il y a quand même des prix exceptionnels qui sont donnés à des enfants comme ça, des enfants qui ont eu un parcours un peu difficile. Est-ce que vous avez espoir que Yarg, c'est peut-être bon, parmi les enfants qui vont être dont l'exploit va sortir du Sénégal et de la Mauritanie?
Oui, justement, c'est ce que gêne le gouvernement mauritanien et toutes les personnes qui sont à son service, toutes les institutions qui sont à son service. Parce que le cas de Yarg est un cas qui sonne le glas du mutisme sur l'esclavage. C'est un cas, le cas de Yarg est en train de rendre autonomes les victimes. Parce que Yarg compte faire le droit, l'université de droit. Et Yarg est un francophone. Donc Yarg est décomplexé par ce qu'il a vécu avec Ira et dans un foyer où il y a où tous les gens sont totalement décomplexés de leur lien avec l'esclavage. Donc il va être un porte-parole, il va être vraiment un témoin digne de son nom, qui va parler de la situation lui-même. Il va pas dire j'ai libéré, il va dire moi-même je me suis libéré. Il va témoigner. Ce n'est pas comme Biram qui parle au nom des gens. Lui, il va parler lui-même en son nom, au nom des victimes. Donc sa réussite, est-ce la réussite de M. Biram ou le succès de M. Yarg? C'est le succès de M. Yarg. Et c'est la réussite de beaucoup de gens qui ont à cœur la lutte contre l'esclavage. Nos partenaires internationaux, sous-régionaux, nos partenaires nationaux, dont fait partie même les journalistes, dont fait partie qui n'ont pas accepté pendant les années de Braise et jusqu'à maintenant d'éviter de rendre compte de la situation de l'esclavage. Donc c'est en quelque sorte une réussite dans laquelle il y a la conjugaison des efforts de tous. Mais il y a quand même... Là maintenant, c'est une relance. Le cas de Yarg date de quelle année? 2011. Ensuite, est-ce qu'après Yarg, vous avez enregistré des cas similaires? Le cas de Yarg date d'avril 2011. On a enregistré beaucoup de cas similaires et on a particulièrement jeté le dévolu sur l'enseignement, sur la scolarité de 3 enfants chez nous. Mais Yarg a le plus réussi. On espère que les autres puissent encore avancer. Mais la question essentielle, c'est que ceux qui nous pourfendent parmi les organisations, ils disent être anti-esclavagistes. Et toutes les organisations veulent s'agripper maintenant sur le cas de Yarg pour dire qu'ils sont actionnaires dans sa réussite. Et même le gouvernement voudrait le dire. Même les institutions comme la Commission nationale des droits de l'homme. Mais pourquoi eux, les victimes, desquelles ils se sont occupés, où sont ces victimes? Pourquoi il n'y a pas une victime qu'on peut mettre maintenant au niveau de Yarg, dont on peut mettre la réussite au niveau de la réussite du cas de Yarg? C'est pourquoi nous, on leur rend, au lieu vraiment de dire, voilà, nous sommes actionnaires dans le cas de Yarg, mais où sont les victimes que vous aviez, qui étaient chez vous? Vous, le gouvernement qui fait chaque année une cérémonie dans laquelle le gouvernement, le commissariat des droits de l'homme distribue des dizaines de millions aux ONG qui prétendument ont des victimes. Ils distribuent même nommément cet argent aux victimes. Iran en est exclu. Mais il y a tous les autres. Mais où sont leurs victimes? Parce qu'ils l'ont financé à cause de dizaines de millions. En tout cas, nous n'avons aucun financement de l'État mauritanien ni des institutions de l'État mauritanien. Merci, Monsieur le Président. S'il y a une question, on va passer donc à la troisième partie de l'émission. Vous voyez, toujours dans le cadre de Yarg, je pense qu'il y a une actrice principale qui a joué un très grand rôle dans la réussite de Yarg, Leila Ahmed, qu'il ne faut pas oublier. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire quelle était la place du jeune Yarg
par rapport à Leïla, votre épouse? Bon, Leïla, moi, mon rôle dans le foyer, parce que j'en suis toujours absent, pour plusieurs raisons. Si ce n'est pas la prison, c'est l'activisme. Ce sont les voyages et les autres occupations. Mais c'est Leïla qui reçoit les victimes dès qu'elles sont libérées. Et c'est elle qui s'occupe de tout. Avec ceux et celles qui peuvent l'aider parmi ses parents. Son père, sa mère, ses sœurs, mais aussi mes nièces, à moi, et les autres membres de IRA qui vivent dans la maison. Mais c'est Leïla qui s'occupe de la scolarité des enfants, de leur éducation, de leurs habits. C'est elle qui prépare leur premier pas dans le monde de la liberté. Et voilà. Merci. Chers téléspectateurs, nous allons continuer cette émission, l'émission Sans Détour sur Orbit News 24. Nous allons passer à la troisième partie de cette émission qui porte sur le dialogue politique national. Monsieur le Président, depuis quelques mois, un dialogue se prépare en Mauritanie à l'initiative du président Mohamed Cheikh Al-Ghazouani. Le coordinateur de ce dialogue a mené plusieurs consultations. Parmi ces consultations, certains partis sont donc partants, d'autres ne le sont pas. Pour votre cas, vous aviez déjà annoncé que vous n'allez pas participer à ce dialogue parce que tout simplement, il ne reflète pas les convictions que vous avez par rapport au dialogue. Aujourd'hui, est-ce que vous maintenez toujours la même position? Non, ce que j'ai dit est très clair. Et je pense qu'il est conforme à ma nature d'homme de dialogue et d'homme de paix. Moi, je pense, et toutes les preuves sont là, que ce que veut le président Ghazouani, c'est pas le dialogue. Il veut préparer sa succession, il veut préparer son départ, assurer ses arrières, et il veut assurer aussi l'imposition d'un dauphin. C'est pourquoi, lui, Ghazouani, depuis sa prise de pouvoir, en 2019, il a prétendu que la Mauritanie n'a pas besoin de dialogue. Il a refusé catégoriquement le dialogue. Le mot dialogue, il l'a refusé à tout le monde. Il dit qu'il n'acceptera pas qu'on parle de dialogue en Mauritanie parce qu'on parle de dialogue quand il y a la crise dans un pays, quand il y a une crise exacerbée. Et voilà, il a continué son bonhomme de chemin. Et lorsqu'il a dit que le pays a été un squelette de pays sous Aziz, il a fomenté une enquête parlementaire, un dossier, comme une montagne contre Aziz, et ce dossier renseigne à travers les propos de tous les gens du pouvoir, de tout son entourage à lui, que la Mauritanie était systématiquement dévalisée par Aziz pendant son règne, l'Ashriye, la décennie. C'est ce qu'ils ont dit. Donc, il a hérité d'un pays dont la situation économique est squelettique, dont les pouvoirs étaient confondus, il y avait une confusion totale. Il y avait le règne de la gabégie, du vol, de l'usage du faux, etc. Mais il n'y avait pas de crise, ça ne demandait pas de dialogue. Et maintenant, lorsque lui, il a régné pendant 7 ans, il a prétendu qu'il a tout réglé, que le pays est en bonne forme. La Mauritanie se porte très bien, l'économie, tout est bon. C'est maintenant qu'il propose un dialogue. Oui, excusez-moi, Monsieur le Président. En ce moment, ils avaient réussi, Oui. au palais présidentiel. Oui.
si vous comparez donc cette situation par rapport à la situation actuelle et la rupture qui s'en est suivie, est-ce qu'on peut réellement essayer de dire l'origine de cet éloignement qui désormais s'est installé entre vous? Voilà. Ça, je vais le dire. Bon, c'est pourquoi j'ai dit d'abord, pour compléter, que ce qui a suscité ce projet de dialogue en guillemets chez le président Ghazouani, ce n'est pas quand même une situation en Mauritanie qu'il faut régler à travers la comparaison de sa position lors de sa prise de pouvoir et sa position maintenant sur ce qu'il appelle le dialogue. Donc, les deux non-dits que j'ai dit, donc, souci de préparer ses arrières, souci de bien installer un dauphin, et pour y arriver, il faut mettre mettre sa main sur l'opposition. Il faut vassaliser davantage l'opposition. Il faut lier l'opposition par un pacte inégal. Et c'est ce que moi je refuse. Je refuse un dialogue qui ne tient pas en compte l'intérêt du peuple, qui ne tient pas en compte l'intérêt du pays. Je refuse un dialogue opportuniste, qui n'est pas du tout un dialogue, qui est une manière de fabriquer, de susciter, d'imposer une allégeance que les différentes factions des partis d'opposition doivent faire au pouvoir pour l'aider, pour bien préparer le dauphinat et préparer le départ. Ça, moi, je le refuse. Donc, la fois passée, nous étions dans des rapports de confiance. Ghazouani venait d'arriver au pouvoir. Sa parole pour moi était la parole d'un chef d'État, la parole à laquelle je pourrais me fier. Et tout de suite, j'écris tout ce qu'il m'a dit. Pour moi, c'est argent comptant. C'est un chef d'État qui vient de prendre le pouvoir. La rue n'est pas en ébullition. Au contraire, les gens attendent de lui qu'il soit différent d'Aziz. Et moi, parmi eux. Et voilà, on a discuté, il a promis. Et j'ai écrit. Mais après, un bon bout de chemin, j'ai compris qu'il fait exactement le contraire de ce qu'il dit. J'ai perdu totalement confiance en lui. C'est pourquoi son appel au dialogue, je ne peux pas l'entendre de la bonne oreille. Parce que je suis sûr et certain que ça cache un coup bas. Et moi, on peut me tromper une fois, mais pas deux fois. Rupture de confiance, rapport désormais plus ou moins vicieux. Monsieur Aïdara, avez-vous donc, par rapport à cette question... Est-ce que, moi, la question que je vous pose, c'est de savoir, est-ce que ce dialogue politique que Ghazouani a décidé en dernier lieu d'instaurer, est-ce que ce n'est pas dû à une pression au niveau international? Et ça, c'est le premier aspect de ma question. La seconde question qui en découle est que certains disent que sans Biram, le dialogue n'aurait pas de sens ni d'issue. Est-ce que vous y croyez? Bon, je pense que, au contraire, Ghazouani n'a aucune pression internationale qui l'obligerait à faire un dialogue. Au contraire, il est bien soutenu dans la communauté internationale. Il est soutenu par l'Union européenne, par les États-Unis d'Amérique. Il est soutenu par l'Union africaine. Il est soutenu par la CEDEAO. Il est soutenu par les pays arabes, les pays du Golfe. Il est bien soutenu. Il n'a aucun problème avec la communauté internationale. Je sais. Mais
président Ghazouani sait pertinemment qu'il n'a pas gagné les élections de 2019, moins encore les élections de 2024. Il le sait pertinemment au fond de lui-même. Il sait qu'il a régné par les armes, par la force, par la fraude, par la corruption, par la diabolisation. Et il sait que, voilà, par la diversion et par toutes les manières qu'un pouvoir illégitime et illégal peut utiliser pour légaliser l'imposition du fait accompli contre le peuple. Et c'est pourquoi il veut tenter au moins de prendre avec lui la classe politique, surtout celle qui se dit opposition, pour légitimer l'action à laquelle va aboutir son prétendu dialogue, qui est un verrouillage de l'alternance et une imposition d'un dauphin parmi la hiérarchie militaire et civile qui l'entoure, qui va perpétuer la monarchie de 78, qui continue de 10 juillet 78 jusqu'à nos jours. Parce qu'on parle de dialogue. Vous avez tout à l'heure décrit la situation de la Mauritanie telle que l'a présentée Ghazouani Souaziz. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes sous Ghazouani. Comment vous décrivez la situation de la Mauritanie, la situation du pays, par rapport à la perspective d'un dialogue? Est-ce que la Mauritanie actuellement est en crise? C'est de votre point de vue. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir la Mauritanie de sa situation actuelle en dehors d'une perspective de dialogue entre les différentes forces politiques? Bon, il y a une crise entre le peuple et ceux qui le gouvernent. Il y a bel et bien une crise profonde qui couvre et qui est latente entre la population et ceux qui détiennent le pouvoir dans le pays. Concernant les manifestations de cette crise, c'est le délabrement économique, c'est la pauvreté galopante, c'est le chômage qui a atteint ses sommets, c'est l'aspiration de toutes les populations mauritaniennes à faire émigrer leurs enfants pour pouvoir gagner leur vie. Donc, personne ne peut ici gagner sa vie dans le pays. Les autres manifestations, c'est la gabegie ambiante, c'est la dilapidation des deniers publics, des richesses de l'État, entre la bataille sur le gâteau qui est les biens de l'État, les richesses de l'État, la bataille du gâteau, très larvé, très fort, très violent, entre les clans du même système. C'est aussi l'enracinement, l'approfondissement, l'aiguisement des crises sociales, comme la crise de l'esclavage. Il y a une population forte d'esclaves, mais il y a une population forte d'anciens esclaves qui sont censés être libres, mais qui sont totalement éjectés des bienfaits économiques du pays. Ils sont totalement paupérisés. Il y a aussi la crise de l'exclusion d'une grande partie des Mauritaniens, c'est les Négro-Mauritaniens. Et il y a même la paupérisation accélérée d'une très forte majorité des Maures qui sont éjectés par les systèmes de privilèges qui vraiment mais ceux qui sont en droit de profiter des avantages,
une petite minorité des privilégiés. Je pense que la crise, elle est multiforme et peut se traduire aussi par le délabrement des services sociaux. Il n'y a pas de soins, il n'y a pas d'enseignement, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de concours maintenant, il n'y a pas de... les corps de l'État, il y a une cooptation qui est faite par les plus forts dans le système, qui cooptent toutes les promotions de tous les corps civils et militaires à travers leur progéniture. Tous les autres sont exclus malgré leur diplôme. Bon, il n'y a plus de confiance entre les citoyens et l'État. Et par ailleurs, il y a aussi les institutions de l'arbitrage, en dehors des concours, en dehors des institutions de l'État, en dehors de la justice, du système judiciaire. Il y a aussi les institutions démocratiques d'arbitrage. Très démocratique. Monsieur le Président, Okay. oui, j'ai une petite relance, peut-être même deux. Vous venez de décrire, de faire un état des lieux vraiment catastrophique. Maintenant, vous avez quelle proposition pour sortir de cette situation? Ça, maintenant, la question suivante, parce que vous avez parlé des privilèges. Et pourtant, certains disent que présente Biram comme quelqu'un de très puissant qui arrive à placer beaucoup de cadres de sa mouvance dans la haute administration. Est-ce que cela est vrai? Ce n'est pas exactement comme ça. Lors de mes échanges avec Tazouani, lors de l'apaisement à partir de 2020, j'ai posé certains problèmes à Tazouani fondamentaux. J'ai dit, il faut octroyer la double nationalité. J'ai dit, il faut changer la loi sur le récépissé pour les ONG et faire une loi à travers le système déclaratif. J'ai dit, il faut faire la même chose pour les partis politiques. J'ai dit, il faut discuter directement, toi, sans intermédiaire, avec les associations et les organisations des déportés, les organisations des veuves, des orphelins et les organisations des rescapés. Il faut que toi-même tu discutes avec eux. Et il faut convoquer un collège national pour une plateforme de justice transitionnelle, conférence nationale de justice transitionnelle, pour régler le problème du passif humanitaire. Concernant l'esclavage, il dit il faut faire un régime spécial pour la réintégration des esclaves. Mais avant ça, il faut la répression des crimes esclavagistes. Il faut accepter l'application de la loi. Et j'ai dit, il y a un problème aussi grave. Bon, je peux énumérer il y a beaucoup d'autres points que je lui avais énumérés, mais il en reste beaucoup, mais je vais arriver à ce point qui est le sujet de votre question. Je lui ai dit, et pourquoi, dans l'administration, les recrutements, les embauches, les promotions, les nominations, pourquoi elles sont faites seulement pour les cadres qui sont dans le parti au pouvoir? Pourquoi les partis d'opposition n'en bénéficient pas? Ouais, elle m'a dit oui, mais comment on peut le corriger? Parce que si on confie aux gens de recruter les gens de l'opposition, ils vont recruter leurs parents. Ou ils vont recruter les gens de leur parti. Donne-moi une proposition. J'ai dit, nous ne sommes pas dedans. Mais je peux te donner une liste de cadres qui sont dans l'opposition. Et je lui ai donné une liste de cadres. Et parmi ceux qui ont été recrutés, il y a des cadres de Irak qui ont été recrutés, qui ont été promis. Et on comptait continuer à élargir ça. Je lui ai dit, au fur et à mesure que mes discussions avec vous s'élargissent à d'autres partis, à d'autres mouvements de l'opposition, on va arriver vraiment à faire avancer, à faire participer
les cadres des autres partis de l'opposition. On est pris par l'impératif du temps. Justement, pour 2 minutes, 2 à 3 minutes, je voudrais justement récapituler ce que vous venez de dire tout de suite par rapport entre guillemets, aux accords que vous avez eus avec M. Qazouani, à l'ensemble des problèmes que vous lui avez posés, la justice transitionnelle, la question des déportés. Pensez-vous que ce n'est pas une bonne occasion maintenant, justement, de réexploiter toutes ces questions-là dans le cadre du dialogue et qui sera justement pour vous une occasion de les reposer davantage, d'autant plus que dans la feuille de route, il est question justement d'évoquer des questions sensibles comme l'esclavage, le passif humanitaire, d'une manière ou d'une autre. Est-ce que ce n'était pas une occasion pour vous justement de venir au dialogue? C'est tout à fait le contraire. C'est pas le même cadre. C'est pas la même opportunité. C'est pas le même état d'esprit. Parce que Qazouani veut un dialogue fourre-tout. Il veut une foire, un plébiscite national pour sa personne, pour son dauphin, pour son bilan, pour sa vision de la sortie du pouvoir. C'est pourquoi on veut appeler Birin, qui est deuxième véritablement aux élections présidentielles de 2014, mais qui est premier, de fait, pas de jure, aux élections présidentielles de 2019 et 2024. Il est appelé au même titre qu'un président d'ONG qui est un voleur attitré, un récidiviste, sorti de prison, qui court chez le ministre de l'Intérieur dans une demi-journée, il lui donne un récépissé pour une ONG, et il présente ses lettres à Moussa Fall. Lui et Biram, ils sont là, côte à côte dans un dialogue. Vous ne pouvez pas l'appeler dialogue. Personne ne peut l'appeler dialogue. C'est un dialogue de sourds. Ce n'est pas un cadre de réalisation et de règlement des problèmes du peuple mauritanien. Le peuple est absent de ce dialogue. C'est pourquoi je serai absent avec le peuple. Que les autres viennent, qu'ils soient présents, et j'ai les défis d'amener des réalisations. S'ils amènent des réalisations, moi je vais les plébisciter. Je vais les applaudir. Et je vais prendre le train en marche. Mais moi, le dialogue que j'ai fait, j'ai parlé directement avec Qazouani. Pour ce dialogue, Qazouani se dérobe. Merci, Monsieur le Président. Il n'est pas là-dedans. Une petite minute. Il n'est pas là-dedans. Il dit, vous, allez-y. La Mauritanie n'a pas de problème. Moi, j'ai fait tout ce que je peux pour la Mauritanie. Tout est bon. Mais vous, j'ai appris que vous dites qu'il y a des problèmes. Allez-y, vous, la majorité, l'opposition, les petits partis, les grands partis, les récidivistes, les hommes intègres, allez ensemble, les voleurs, allez ensemble, faites un dialogue, amenez-moi tout ce sur lequel vous êtes d'accord, moi je vais le réaliser. Merci, Monsieur le Président. Merci, chers téléspectateurs. Merci donc à nos confrères, Monsieur Amadou Seck, Nouakchott Time, Monsieur Cheikh Haïdara du quotidien L'Authentique. Nous vous donnons rendez-vous à la prochain numéro d'Orbit News pour l'émission Sans Détour. Et j'espère bien que nous avons pu, sans détour, poser des questions et avoir les réponses qu'il fallait. Merci et à très bientôt.